Bonjour! Alors aujourd'hui, nous allons apprendre dans cette capsule comment mesurer la pression à l'aide d'un manomètre. Il est important de d'abord comprendre que à l'origine, le manomètre et le fameux tube en U que voici, et aux deux extrémités, on fait le vide et un liquide est inséré à l'intérieur de celui-ci. Et c'est ce liquide-là qui va bouger, donc qui va soit se déplacer vers la droite ou vers la gauche, dépendamment de si la pression est plus forte d'un côté que de l'autre. Il y a deux types de manomètres. Le manomètre à bout fermé, où on peut observer facilement que l'extrémité est fermée. Et de l'autre côté, on observe le manomètre à bout ouvert, où l'air ambiant peut rentrer dans le tube n'étant pas bouché et ainsi appliquer une pression atmosphérique qui va entrer directement en compétition avec la pression du gaz. D'abord, pour le manomètre à bout fermé, il est très important de comprendre qu'il mesure la pression absolue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où on va ouvrir la valve, le gaz va se dissiper, va faire des mouvements de translation dans le tube et donc les collisions vont s'effectuer à la surface du liquide. Ça va générer une pression et cette pression-là va faire bouger la colonne de liquide. Comme le manomètre est bouché, de l'autre côté, c'est du vide. Donc le vide ne peut pas appliquer de pression sur le liquide. Ça veut donc dire que la pression du gaz va être exercée de façon plus importante que de l'autre côté, ce qui va faire bouger la colonne de liquide du côté droit. Donc, le manomètre à bout fermé mesure la pression absolue, c'est-à-dire que c'est seulement la pression du gaz qui est tenue en considération dans ce type de montage-là. La pression du gaz ne sera pas en compétition avec la pression atmosphérique parce que l'autre extrémité est bouchée. Je vous ai mis une petite note dans le nuage rose où on vous explique très précisément que ce n'est pas des millimètres qui nous indiquent la pression, mais bel et bien des millimètres de mercure. Donc, on fait attention. Si avec notre règle, on constate une valeur de 700 mm ici, et à l'autre hauteur, 740 mm, notre conclusion sera que la hauteur de l'intervalle de colonne est bel et bien de 40 mm, mais que ceci génère une pression de gaz qui est équivalente à 40 mm de mercure. Donc, attention, des millimètres, c'est une unité de distance, alors que des millimètres de mercure, c'est une unité de pression. Donc, un petit exercice ici où on te montre que la distance entre les deux ménisques de mercure est de 20 cm. On convertit les centimètres en millimètres. Je n'ai pas besoin de voir ça dans un examen. Ça nous donne lieu à une hauteur de 200 mm. Ce 200 mm-là, j'indique que tout de suite par comparaison, on est capable de l'associer à une pression de 200 mm de mercure. Attention, je vous rappelle, c'est très important, la pression ne peut pas être en millimètres tout court. Elle doit être en millimètres de mercure. Et une fois que c'est fait, considérant qu'on est à bout fermé, c'est immédiatement la valeur de pression que je retrouve dans mon ballon. Donc, la pression qui a été exercée sur le liquide. Par contre, si j'ai besoin de le convertir en kilopascal, qui est l'unité internationale de la pression, je dois passer par des étapes de proportion, comme vous le voyez. Mes étapes de proportion doivent obligatoirement inclure les unités et obligatoirement inclure la bonne variable. On élimine le point d'interrogation, on élimine le X. Je dois voir la variable P, gaz dans ce cas-ci. Donc, la variable, en chimie, vous allez voir cette année, il ne faut pas se perdre dans les variables. C'est pour ça qu'à chaque fois, si on remplaçait ça par un X, on ne saura pas ça veut dire quoi. Donc, très important, on commence tout de suite les bons plis pour le cégep et l'université. On met la bonne variable. Et la troisième petite question, est-ce que la pression atmosphérique, si elle changeait autour du système, est-ce que ça aurait eu un impact? La réponse, c'est non, parce qu'on vient de le dire, comme on est à bout
fermé. Il n'y a aucune compétition avec la pression atmosphérique. La pression dans ce type de manomètre-là, c'est la pression absolue, c'est-à-dire directement la valeur de la pression à l'intérieur de notre bouteille. Est-ce que cette situation-là est possible? La réponse, c'est non, parce que, par définition, on l'a vu, la pression, c'est la quantité de fréquence de collision sur une surface donnée. Et comme de ce côté-ci, c'est du vide, le vide n'est pas fait de molécules, donc le vide ne peut pas créer de collision avec une surface, ce qui fait qu'il n'y a aucune pression du côté droit du manomètre parce qu'il est à bout fermé et qu'il contient du vide dans cette colonne-ci. De l'autre côté, que j'ai un gaz qui a une grande pression ou qui a une petite pression, ça ne change absolument rien. Peu importe ce qui se passe, la colonne va toujours ressembler à ceci. Donc, très important, parce que la pression du gaz va toujours être plus importante que la pression de rien. Donc, très important à comprendre. La seule manière où je serais capable d'avoir le dessin avec la colonne en bleu, c'est si, vis-à-vis ton ballon de verre, tu crées un dispositif qui aspire le gaz. Donc, en l'aspirant, tu créerais un effet de succion. Et donc, tu serais capable d'avoir un débalancement. Mais là, il n'est pas question du tout de ça dans ce schéma de montage-là. On te demande tout simplement si en ouvrant la valve, il aurait été possible d'avoir plus de pression côté gaz que côté vide. Et la réponse, c'est non. Allons explorer les manomètres à bout ouvert. Donc d'abord, on l'observe que c'est à bout ouvert parce qu'il n'y a pas de bouchon. Donc la pression atmosphérique exerce, à vrai dire l'air, exerce une pression atmosphérique importante. Et cette pression atmosphérique-là sera en compétition avec le gaz qui est dans le ballon. En ouvrant ma valve, j'ai deux possibilités. Soit que le gaz exerce peu de pression, mais que la pression atmosphérique est assez forte, cette journée-là ou à ce lieu-là. Ça va donner lieu à un débalancement du liquide qui va plutôt aller côté du gaz, parce que la pression va vraiment être forte de l'autre extrémité. Alors que la situation numéro 2, si le gaz dans mon ballon a fait beaucoup de pression, donc beaucoup de collisions, ça va exercer une plus grande force du côté gauche du tube, contrairement à la pression atmosphérique. Donc, le liquide va se déplacer côté pression atmosphérique. Ça va donner lieu à ce qu'on appelle des pressions relatives, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des calculs soit d'addition ou de soustraction de pression. Allons voir le tout. Fait qu'on va avec tout de suite un exercice. On commence de la même manière que pour le manomètre à bout fermé, c'est-à-dire qu'on va aller déduire l'intervalle de hauteur entre mes deux ménisques. On constate dans ce cas-ci que c'est 10 cm. On fait attention de convertir les centimètres en millimètres. Ça nous donne 100. On déduit que comme la hauteur est de 100 mm, la pression sera de 100 mm de mercure. Mais attention, ce n'est pas la pression du gaz. Observez bien ici que j'ai changé la variable. C'est la pression associée à le déplacement du liquide et non la pression du gaz, parce que là, cette fois-ci, le gaz est en compétition avec la colonne de l'atmosphère. Donc, on doit d'abord convertir la pression associée à ce déplacement-là de liquide pour passer de millimètres de mercure à pression atmosphérique. Pourquoi je fais cette étape-là? Parce que la donnée de la pression atmosphérique est donnée en kilopascal. Donc, je vais travailler en kilopascal, ce qui fait que j'applique la petite proportion pour déterminer que la pression associée au déplacement de la colonne est de 13,3. Et là, la prochaine étape, je la fais dans ma tête. Je me pose la question, est-ce que le gaz a exercé plus de pression, ce qui a créé un débalancement vers la droite, ou si au contraire, le gaz, quand j'ai ouvert ma valve, a généré moins de pression que la pression atmosphérique. Et si c'était le cas, tu verrais que c'est plus dans la colonne de gauche que le liquide aurait pris sa place. Donc ici, tu vois bien que le gaz a exercé une grande pression parce qu'il a appuyé davantage dans le tube de gauche que dans le tube de droite. Donc, je te l'ai mis en jaune
pour comprendre que la pression atmosphérique va être additionnée avec la pression de la colonne dans le but de trouver la pression du gaz. Je m'explique. Comme tu constates que le gaz est plus important que la pression atmosphérique, c'est donc normal de comprendre qu'on va additionner à la valeur de pression atmosphérique qui a, entre guillemets, perdu le combat. On va aller lui additionner cette différence de hauteur-là. Et ça, donc, je crée ma petite formule dans le but de trouver quelle est la pression à l'intérieur de ma bonbonne de gaz. Donc, P gaz égale à pression atmosphérique plus pression de la différence de colonne. Et je trouve que donc la pression du gaz est de 112,6. Est-ce que ça fait du sens? Je réfléchis avant d'abandonner le problème. Et la réponse, c'est oui, parce que comme la pression atmosphérique était de 99,3 dans ce côté-ci du tube, de l'autre côté, avec 112,6, c'est une valeur qui est supérieure. Donc, c'est normal que le liquide soit allé de l'autre côté du tube parce que le gaz a gagné sur la pression atmosphérique. Voici un contre-exemple. On ne le refait pas au complet, mais ça te montre que si j'ai à réfléchir ici, le gaz a exercé une pression qui est plus petite que la pression atmosphérique. Donc, dans ma tête, la formule que je vais me créer, c'est la pression atmosphérique de laquelle je vais soustraire la pression de ma colonne de mercure. En faisant ça, j'obtiendrai une valeur de pression qui est inférieure à la pression atmosphérique. Encore une fois, je réfléchis et je comprends que c'est tout à fait logique parce que dans cette compétition-là, c'est la pression atmosphérique qui a gagné par rapport au gaz. Donc, c'est normal que j'ai une valeur qui soit inférieure à la pression atmosphérique. On termine avec le petit problème croustillant. Donc, le problème croustillant, c'est la fusion des deux types de manomètres ensemble parce que tu constates qu'il y a un bout fermé et une extrémité ouverte. Donc, comment réfléchir ce problème-là si on cherche la hauteur dans la colonne H3, donc ici? Évidemment, avec le manomètre à bout fermé, il aurait été tout simple de faire l'exercice suivant, c'est-à-dire aller prendre les deux mesures, trouver la hauteur et déterminer que la hauteur nous donne la pression de ce gaz-ci. Par contre, c'est dans ce cas-ci pas les informations qu'on a. Au contraire, on sait que la compétition entre la pression atmosphérique et la pression du gaz a généré un déplacement du liquide équivalent à une hauteur de 50 mm. Donc, 50 mm de déplacement de liquide génère une pression de 50 mm de mercure. Ça, c'est pas la pression du gaz, c'est la pression associée au déplacement. Je réfléchis dans quel sens est allé mon mercure du côté ou du liquide, du côté donc du gaz. Ça veut dire que le gaz a une moins grande pression que la pression atmosphérique, c'est-à-dire que je vais soustraire de la valeur de la pression atmosphérique ma pression de la colonne, j'obtiens 750 mm de mercure. Est-ce que ça fait du sens? Oui, parce que ma pression atmosphérique était de 800. Et comme c'est la pression atmosphérique qui a gagné par rapport au gaz, c'est une valeur qui est plus petite que 800. Ça fonctionne. Je sais donc que le gaz a une pression de 750 mm. Et après ça, ça devient tout simple. Comme je le disais tout à l'heure, on est à bout fermé. Donc, la pression du gaz va directement nous donner l'information sur la pression du système. Et donc, comme la pression du gaz est de 750 mm de mercure, je le réfléchis à l'envers. Ça veut dire que la pression de la colonne du déplacement va être de 750 et donc que la hauteur est de 750 mm ou si tu préfères, 75 cm. Donc voilà, j'espère que cette capsule sur les manomètres t'a aidé à te préparer pour le premier petit quiz de l'année. Je te souhaite une excellente fin de journée.